Après avoir utilisé les outils de la méthode mathématique, la méthode des moindres carrés, pour estimer les coefficients du modèle d'une part et les résidus d'autre part, nous allons retrouver cette étude de cas proposée par People et Shade en 1992 pour aborder la partie analyse statistique sous forme de deux séquences, la séquence 7 puis la séquence 8. Dans la séquence 7, nous allons chiffrer la qualité descriptive et prédictive des modèles. Il y en a 4 dédiés à l'étude de la viscosité et de la conductivité électrique. Et puis la séquence 8, qui fera partie de la séquence suivante, présentera les transformations de Box-Cox qui ont été utilisées par les auteurs pour améliorer un petit peu la restitution de l'information à l'aide de l'équation du modèle. Alors, quels sont les objectifs de l'analyse statistique et qu'attend-on d'une analyse statistique? Eh bien, le processus précédent dans la démarche, c'était l'analyse mathématique. Et l'analyse mathématique, on l'a dit, produit un modèle. Alors, vous en voyez un ici sous forme générique en bas. Dans cet exemple, nous utilisons les formes canoniques des modèles de degré 2. Et on va se demander si ces modèles, on peut avoir confiance, est-ce qu'ils sont suffisamment descriptifs et est-ce qu'ils sont suffisamment prédictifs? Un modèle, si on regarde en détail ce que c'est d'une part P coefficients. Vous voyez ici apparaître les 6 coefficients estimés, ce qu'on appelle les estimateurs, pour la réponse qui était la viscosité T10. Et on peut se poser la question, est-ce que ces coefficients, même s'ils paraissent gros en valeur numérique à l'écran, ils sont significativement différents de 0. N'oublions pas qu'un modèle propage des incertitudes. Donc, s'il propage des incertitudes, c'est qu'il y a des incertitudes sur les coefficients B1, B2, B3, B1, ainsi de suite. Et puis, n'oublions pas que l'analyse mathématique a fourni des résidus. Les résidus, c'est les écarts entre les expériences et la restitution faite de ces expériences par le modèle. Vous retrouvez ici les résidus relatifs à la réponse, viscosité T10. Et il faut se demander si les résidus sont normalement distribués, savoir est-ce qu'il n'y a pas des résidus qui s'écartent trop de 0, puisque la moyenne de ces résidus est égale à 0. Bien, la réponse à toutes ces questions, et à d'autres questions que l'on peut se poser, va être amenée par ce qu'on appelle les statistiques. Les statistiques, c'est des outils d'aide, il faut les considérer comme ça, à la décision quand vous n'arrivez pas à décider par rapport aux résultats de l'analyse mathématique, aux résultats de vos valeurs observées. Et donc, les nombreux outils disponibles dans les logiciels sont parfois un peu déroutants pour les néophytes, et il me semble important de regarder en premier deux outils particuliers qui vont résumer sous forme d'un indicateur numérique facile à interpréter la qualité descriptive et la qualité prédictive de la modélisation. Si vous êtes amené à aller plus loin, des livres sur l'analyse de régression vous donneront énormément de détails, notamment sur l'analyse des résidus, mais vous pouvez vous reporter aussi à deux publications fondatrices de l'utilisation des tests statistiques dans les problèmes de mélange. C'est ce que vous voyez apparaître au bas de l'écran. Alors, la qualité descriptive va être le premier résumé de qualité d'un modèle que l'on va faire, et un modèle sera d'autant plus descriptif que les valeurs Y chapeau, les valeurs prévues par le modèle pour les expériences déjà réalisées, seront proches des valeurs observées. Donc en fait, il faut chercher à quantifier la proximité des deux vecteurs, des deux colonnes que je viens d'entourer en vert à l'écran. Et la première façon de faire avant de faire un calcul, eh bien, faisons un graphique. C'est ce que vous voyez ici pour la viscosité T10. C'est ce qu'on appelle le graphique d'adéquation. On va le regarder plus en détail dans la planche suivante, où sur l'axe horizontal, je porte les valeurs du vecteur Y, sur l'axe vertical, je porte les valeurs du vecteur Y chapeau, et dans le plan de la figure, vous avez d'une part un nuage de points, et d'autre part la première bissectrice qui traduit la parfaite adéquation entre les deux vecteurs. C'est la droite que vous voyez matérialisée en rouge. Alors, si on grossit ce graphique pour le mettre en plein écran. Je vous rappelle que ce que l'on observe sur les axes, c'est la température nécessaire pour obtenir une viscosité de 10 pascal secondes, d'où la notation T
10. Sur l'axe horizontal, vous avez la variation des réponses mesurées. On avait vu dans l'analyse globale que l'on démarrait à peu près 1200 degrés pour aller jusqu'à environ 1700 degrés dans 3 mélanges particuliers. C'est les 3 points que vous voyez situés en haut à droite sur la figure. Et globalement, on a une adéquation satisfaisante de ce nuage de points. Les points sont assez près de la première bisectrice. On pourrait espérer mieux. Mais déjà, nous avons quelque part la chance d'avoir sûrement un modèle de degré 2 qui sera satisfaisant. Voilà la même chose pour le modèle de degré 2 qui est associé à la réponse V1300. Alors là, rappelez-vous ce que nous avions dit dans l'analyse globale, il y a une très forte variation de la réponse mesurée, la viscosité en décapascales secondes pour une température de 1300 degrés. Et les points que vous voyez le plus à droite, au-delà de 6000, eh bien, correspondent à des mélanges pour lesquels il avait fallu, sur le transparent précédent, atteindre 1700 degrés pour avoir une viscosité de 10 pascales secondes, donc 1 décapascal seconde. Et donc, bilan de l'opération, il est normal que cette marche dans l'espace de la chimie et des oxydes et des transformations thermiques, eh bien, vous la retrouviez ici, et on voit tout de suite que on aimerait quand même faire mieux au niveau du graphe d'adéquation. Pour la conductivité électrique, on va retrouver des remarques en termes de plage de variation, d'étendue parfois un peu importante, moins importante que pour la réponse V1330, avec quelque part une qualité assez satisfaisante, au même titre pour la dernière conductivité électrique mesurée lorsque l'on a atteint une température de 1330 degrés. Voilà. Passez du temps pour regarder ces graphiques et ensuite échafauder des hypothèses et venez quantifier ce que vous avez vu à partir d'un indicateur. Cet indicateur, c'est ce qu'on va apprendre à calculer, c'est ce qu'on appelle le coefficient de détermination et le coefficient de détermination ajusté, respectivement R2 et R2 ajusté. Donc après avoir fait des dessins, eh bien, on va faire des calculs, et ces calculs vont provenir du résumé numérique des vecteurs dont on vient de parler. On a dit que la qualité descriptive, c'est le rapprochement du vecteur où il y a les réponses mesurées et du vecteur où il y a les réponses calculées. Alors, pour faire le calcul, on va introduire, mais on sait que ces vecteurs sont liés, on va introduire le vecteur des résidus qui est finalement le vecteur qui contient en tant que valeur ou composante les différences ligne à ligne des deux vecteurs précédents. Alors, ces vecteurs traduisent des variations et on va se demander quelle est la contribution de la partie déterministe et de la partie aléatoire. Donc quelle est la contribution du vecteur Y chapeau et du vecteur rouge, le vecteur des résidus, dans l'explication de la variation totale des résultats. Le vecteur que vous avez à gauche, Y, lui, il ne dépend plus du modèle, alors que les vecteurs Y chapeau et résidus dépendent du modèle que vous allez utiliser. On a utilisé ici une forme canonique de degré 2. On pourrait utiliser une forme canonique de degré 1, on pourrait même utiliser les autres formes envisagées par People et Shade dans leur publication en 1992. Alors dès qu'on voit des variations, le réflexe c'est de résumer ces variations par un indicateur qui est une somme de carrés d'écart par rapport à la moyenne des valeurs. Le vecteur Y, on va résumer la variation des valeurs par l'indicateur SCT, la somme des carrés totales, somme pour i égale 1 à n de yi moins y bar au carré. Plus cette somme, qui est une réalité expérimentale, sera grande, plus les facteurs auront manifesté leur effet. En effet, si les facteurs n'avaient pas d'effet, les réponses seraient proches les unes des autres, et naturellement les fluctuations que vous verriez relèveraient purement de l'aléatoire, puisque le modèle serait quelque part y égale constante. Vous pouvez faire la même chose avec les réponses restituées par l'équation du modèle, sachant que la méthode des moindres carrés nous montre qu'il y a la même moyenne pour les réponses calculées et pour les réponses modélisées. Donc on écrit somme pour i égale 1 à n de y chapeau i moins y bar au carré. Et enfin, la somme des résidus étant nulle, c'est également une propriété de la méthode des moindres carrés, eh bien la somme de i égale 1 à n de yi moins y chapeau i au carré va représenter
bien la dispersion des valeurs que vous avez dans le vecteur rouge, et on la note SCE. Ces trois valeurs, on va les calculer, les logiciels les calculent, et les reporter dans un tableau pour, je le rappelle, un modèle donné. Donc ici, la forme canonique du modèle de degré 2, et les résultats que je présente dans les tableaux sont relatifs à la réponse viscosité T10. On donnera la conclusion pour toutes les réponses à la fin. Donc voilà les valeurs qui sont reportées. On remarque tout de suite que la dernière ligne, la dernière valeur, est égale à la somme des valeurs précédentes. C'est une conséquence de ce qu'on appelle l'équation d'analyse de régression. En effet, la valeur SCT, qui s'écrit somme des YI moins Y bar au carré, va être redécomposée en introduisant 0 sous la forme moins Y chapeau I plus Y chapeau I. C'est ce que vous voyez entre crochets. Et cette identité remarquable, quand on la développe, ne fait pas apparaître de somme de double produit. Elle est nulle en raison des propriétés de la méthode des moindres carrés. Et donc on voit apparaître dans cette décomposition SCE et SCM. C'est comme ça qu'on écrit que SCT est égal à SCE plus SCM. SCT, ça sera toujours constant. C'est une conséquence de votre campagne expérimentale. Par contre, SCM et SCE vont pouvoir varier en fonction du modèle. Un modèle plus descriptif qu'un autre provoquera des SCE plus petits. Un modèle moins descriptif provoquera des SCE plus grands. Et donc la somme, pour une distribution de réponses données, SCM plus SCE va rester constante. Et donc on va pouvoir se servir de cette équation pour calculer un premier indicateur qu'on appelle le coefficient de détermination, que l'on note grand R2, qui n'est autre que, vous le voyez, le rapport de SCM sur SCT, et en raison de l'équation d'analyse de régression, ça peut encore s'écrire sous la forme 1 moins SCE sur SCT. Plus SCE est petit, donc plus les écarts de description sont petits, plus la somme des carrés sera petite, et donc plus R2 va tendre vers 1, 100%. Donc plus R2 est grand, plus le modèle a une qualité descriptive satisfaisante. Par contre, SCE peut devenir très grand si les points sont très écartés de la première bisectrice. Pourquoi? Parce que le modèle ne serait pas adéquat. Et par voie de conséquence, ce rapport deviendrait très petit, se rapprocherait de 0, 1 moins 1, ça tend vers 0, et donc R2 est un indicateur qui varie entre 0 et 1, et donc ici, on avait vu que bon an mal an, la qualité descriptive traduite par le graphe d'adéquation n'était pas si mauvaise que ça, nous l'avons quantifié, 98,30%. Alors attention toutefois, lorsqu'on veut comparer des modèles qui n'ont pas le même degré, il est important de relativiser les sommes de carrés que vous avez vues par des degrés de liberté pour les transformer en variance. On va en effet relativiser SCE par le nombre de degrés de liberté correspondant, n moins p. S'il y a des écarts, ces écarts sont liés à la différence entre le nombre d'expériences réalisées, n, et le nombre de coefficients à estimer, petit p, ce qui vous fait un degré de liberté n-p. Au même titre, au dénominateur, la variation totale. Imaginez que vous ayez fait une expérience de répétition de taille n fois la même expérience, vous avez obtenu n valeurs différentes, le modèle, mais sûrement très proche, est égal, s'écrit y égale constante, et donc l'écart type, bien, vous divisez la somme des carrés des écarts par n-1, c'est la définition de l'écart type expérimental. Et donc, ce deuxième coefficient de détermination va être plus petit que le premier. Il n'est égal que si vous avez atteint 100%, et dans ce cas, vous voyez qu'il reste encore à un niveau de performance très élevé, puisque la qualité descriptive est de 97,24%. Alors, on va pouvoir faire la même chose pour, d'une part, toutes les réponses, T10, V1330, ECT10 et EC1330, à la fois pour des modèles de degré 2, c'est ce que l'on vient de voir pour la première réponse, et à la fois pour des modèles de degré 1. On voit par exemple que, pour la réponse EC 1330, un modèle de degré 1 présenterait déjà une qualité descriptive assez élevée, plus de
80% ou 85%. Par contre, pour la réponse V1330, rappelez-vous, c'est celle qui varie énormément, notamment au voisinage du constituant pur qui est le sol. Eh bien, vous voyez que le modèle de degré 1 est complètement insuffisant, au même titre que pour ECT10, pour décrire la variation de la réponse dans le domaine. Donc, une fois que vous avez calculé les différents coefficients des modèles, regardez à l'aide des logiciels ou regardez à l'aide d'un tableur quelle est la qualité descriptive de ces modèles et comparer. Comparer, c'est mettre côte à côte à la même échelle. Et là, il faudrait s'intéresser uniquement au diagramme bleu en bâton. Pourquoi? Parce que vous devez intégrer le nombre de coefficients dans les modèles. Je rappelle qu'un modèle de degré 1 va consommer, va nécessiter 3 coefficients, tandis qu'un modèle de degré 2, D égale 2, va nécessiter l'estimation de 6 coefficients. Donc quand les modèles que l'on souhaite comparer n'ont pas le même nombre de coefficients, ayez pour réflexe de regarder le seul coefficient de détermination ajusté R2. Alors, après avoir résumé la qualité descriptive des modèles, intéressons-nous à la qualité prédictive. Alors la qualité prédictive va être calculée en résumant non pas les écarts de description, mais les écarts de prédiction. Les écarts de prédiction, on en a parlé, alors d'une part dans un cours dédié aux aspects statistiques, et d'autre part dans cette étude de cas, lors de la construction de la matrice d'expérience, où j'avais fait apparaître le graphe des leviers pour m'assurer que la matrice d'expérience que nous allions soumettre aux expérimentateurs ne présentait pas des leviers trop grands. Pourquoi? Parce qu'un levier trop grand va correspondre à une amplification grande des écarts de description. C'est ce que vous voyez dans la formule 1 sur 1 moins HII, HII étant le levier qui est le terme diagonal, le ième terme de la diagonale de la matrice H. On voit que plus ce coefficient va être petit, par exemple 0,10, 0,20, 0,30, plus l'amplification 1 sur 1 moins HI va être faible. Par contre, plus ce levier va s'approcher de 1, plus le coefficient 1 sur 1 moins HI va devenir grand et donc amplifier les écarts de description. Alors cette méthode de calcul de la qualité prédictive d'un modèle qui consiste à enlever une expérience à la fois et à calculer avec les ici 13 expériences restantes, l'équation du modèle et sa qualité d'ajustement est due à M. Allen en 1971. C'est une méthode qui s'appelle une méthode de validation croisée où l'on va enlever une expérience à la fois. Alors, je rappelle ici le graphe des leviers pour montrer leur importance, en particulier sur le sommet 1, dont il aurait peut-être été utile pour amoindrir sa contribution d'être répétée, mais les auteurs avaient préféré répéter le sommet 2. N'oubliez pas que le sommet 2 représente le sol d'étude, le sol du laboratoire, et donc il était plus important d'avoir une idée répétée des mesures et des valeurs pour cette expérience-là. Donc voilà le graphe des leviers et les valeurs que l'on va utiliser dans l'amplification. Alors, montrons ce qu'il se passe pour la réponse viscosité T10. Nous avons utilisé un modèle, nous avons calculé Y chapeau. Nous avons calculé les résidus. Les résidus, c'est les écarts de description, c'est ceux qui nous ont permis, au travers d'un traitement numérique, de trouver une qualité descriptive plus grande que 97%. Et ces résidus, eh bien, on va les amplifier pour les transformer en écarts de prédiction à partir de la formule que nous avons vue et que nous avons commentée. Vous voyez que chaque fois qu'on a un levier qui est important, par exemple le sommet 1, c'est la première ligne, eh bien, on a une amplification forte du résidu, et quand on a des leviers qui sont faibles, si vous regardez les dernières lignes, eh bien, on a des amplifications plus faibles des résidus. Alors, deux vecteurs d'écart. À gauche, la qualité descriptive avait été obtenue en faisant la somme des carrés de ces écarts, puis en la relativisant quelque part par SCT. Bien à droite, on va aussi faire la somme des carrés, par analogie, de ces écarts de
prédiction. C'est ce que l'on nomme PRESS pour Prediction Error Sum of Square. Plus cette valeur sera petite, plus les écarts de prédiction seront petits, et donc plus la qualité prédictive du modèle sera grande. Ces écarts de prédiction, on les a résumés à nouveau dans un tableau sur la ligne PRESS, et on va utiliser cette valeur, ici 31 000, pour la comparer à la fluctuation totale, 508 987, et calculer l'indicateur Q2. Q2, c'est le pendant de R2, 1 moins PRESS sur SCT, et vous trouvez 93,91%. Je me suis empressé de mettre un sourire. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont contents lorsqu'ils obtiennent une qualité prédictive avec un tel niveau. Bien sûr, on peut atteindre 100%, mais 93%, c'est déjà un niveau excellent. On considère que pour faire de la prédiction, il faut viser au moins 50 à 70% de qualité prédictive. Alors on va faire là aussi une comparaison en mettant côte à côte en bleu la qualité descriptive résumée par R2 ajusté et à droite eh bien, la qualité prédictive résumée par Q2. Donc on voit que certains modèles, prenez par exemple ECT10 pour un modèle de degré 1, a une qualité descriptive de 60%, mais une qualité prédictive très faible de 20%. Mais dans l'ensemble, les modèles de degré 2, peut-être à l'exception de la réponse V1330, ont une qualité prédictive supérieure ou égale à 90%. Alors les auteurs, toutefois, et par prudence, et ils ont eu raison, malgré ces bonnes qualités, ont suggéré une transformation de façon à se rapprocher un petit peu de phénomènes physiques. C'est pour ça que j'ai voulu scinder en deux cette partie d'analyse statistique où finalement j'utilise le seul modèle que j'avais postulé à l'avance, y égale bêta 1x1 plus bêta 2x2 plus bêta 3x3, 3 termes de degré 1, plus bêta 1,2 x1x2 plus bêta 1,3 x1x3 plus bêta 2,3 x2x3, 2 termes de degré 2. Et je vais essayer d'aller plus loin dans une deuxième partie pour utiliser toujours la même forme canonique, mais au lieu de modéliser la variation de y, eh bien, je vais modéliser une transformation de y, et je vais essayer non pas de prendre par défaut une transformation logarithmique, mais je vais argumenter le choix de la transformation et retrouver naturellement le choix des auteurs. Donc merci pour votre attention dans cette première partie de l'analyse statistique, et je vous retrouve tout de suite pour vous présenter le principe des transformations de Box-Cox et leur utilisation dans cette étude de cas. Donc à tout de suite.